messieurs, bonjour. Alain Geste, député UMP de la Somme. Régis Juanico, bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes député PS de la Loire, bonjour. Soyez les bienvenus. Alors, on va commencer par quelque chose qui vous concerne très directement, messieurs les députés. C'est ces fameux signataires pour la fin des privilèges des députés. Alors, on va quand même donner une précision journalistique. C'est que ce ne sont pas des gens qui se sont mis ensemble pour signer quelque chose. Il y a une présentation qui est un petit peu limite tout de même. On a posé des questions à certaines personnes, pas à d'autres d'ailleurs. Et puis, on a dit que 10 députés faisaient un appel. Et en aucun cas, Mme Pompili l'a rappelé hier à l'Assemblée, c'est un appel global. On ne s'est pas concerté. Ça a été des interviews individuelles. Enfin, toujours est-il que Bruno Le Maire, par exemple, a confirmé ce matin sur RTL, ils sont favorables à la fin de ce qu'on peut appeler les privilèges des députés. Qu'en pensez-vous ? D'abord, merci Patrick Chêne d'avoir donné la précision. Parce que la façon dont ça a été présenté, je trouve, est un petit peu anormale. Je regrette d'ailleurs que très souvent maintenant, des titres de grands magazines qui avant avaient une image assez remarquable tombent aujourd'hui dans du voici amélioré que je trouve assez déplorable. Cela étant, sur le fond, quels sont les privilèges ? C'est quoi les privilèges ? Moi, je vais vous donner les privilèges. Est-ce que le privilège, c'est d'avoir la même indemnité depuis 10 ans qui n'a pas changé d'un euro ? Est-ce que le privilège, c'est d'avoir une indemnité d'élu qui au départ était calquée sur celle du plus haut fonctionnaire, qui est aujourd'hui autour de 1/3 ou 1/4 de celle du fonctionnaire? Est-ce que le privilège, c'est d'avoir vu récemment, sous l'autorité du nouveau président de l'Assemblée nationale, baisser les frais qui sont autorisés pour ce que l'on engage dans notre activité de parlementaire? Est-ce que les privilèges, c'est de diminuer les frais postaux qui font qu'aujourd'hui, il faut faire attention au courrier que l'on envoie à nos électeurs, à l'ensemble des groupes de... Enfin, je pourrais multiplier ça. Et je dis, il faut faire très attention. Je vous prends un seul exemple. Depuis des mois, circule sur Internet le fait que lorsqu'un député perd son mandat, il est payé intégralement pendant 5 ans. Il y a eu tous les démentis possibles, imaginables, du bureau de l'Assemblée, d'aujourd'hui, d'hier, etc. Ça n'a jamais existé. Et pour autant, le bruit circule toujours. Alors, je dis, il faut faire très attention à ce que l'on fait aujourd'hui. Et puis, moi, j'ai eu une vie professionnelle avant d'être parlementaire. Il s'est trouvé qu'un jour, dans ma vie professionnelle, je ne me sentais pas bien dans cette vie professionnelle. Alors je dis à ceux qui ne supportent pas apparemment la vie dans laquelle ils sont, il faut qu'ils tirent les conclusions. Moi, quand je n'ai pas supporté, je suis parti. Moi, je dis à mes collègues députés qui ont été interrogés individuellement, donc sur des propositions, on va dire, qui ne sont pas globales, collectives, individuelles, attention, on est en train d'alimenter un climat de populisme et de suspicion vis-à-vis des parlementaires qui aujourd'hui nous fait très mal dans le pays. Les réformes de transparence et d'exemplarité, elles sont engagées. Elles sont engagées. Président Barthelone les a annoncées dès septembre 2012. Par exemple, le budget de l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas 1 euro supplémentaire à la fin du mandat qu'il n'y avait au tout début de ce mandat. Le budget de l'Assemblée va baisser. Les frais de transport, par exemple, nous avons fait des économies. La Cour des comptes va certifier nos comptes. On va baisser l'indemnité représentative des frais de mandat, 10%. On va publier la réserve parlementaire. Il s'agit juste de dire qu'au moment de la réforme des retraites, des voix s'élèvent en disant « c'est quand même dommage tous ces régimes spéciaux, il faudrait uniformiser ». Est-il facile pour vous de justifier que vous avez un régime de retraite totalement différent du salarié normal? Est-ce que ça, c'est pas au moins à travailler et à mettre sur la table? Est-ce que c'est normal, comme l'ont fait certains de nos collègues, là, dont un que je connais bien, de comparer la vie professionnelle de quelqu'un dont l'emploi est assuré toute sa vie? Je ne dénonce personne, c'est un fait, un cheminot, un employé d'EDF, EDF, c'est des gens tout à fait respectables, c'est pas le sujet. Avec quelqu'un qui, à un moment de sa vie, peut avoir un parcours de parlementaire. Vous savez, la moyenne de durée de mandat d'un député, je crois que c'est 7 ans. 7 ans. 7 ans. Donc, quand on fait miroiter les montants de retraite comme on le fait, on est complètement à côté du sujet. Deuxième élément. À chaque modification des systèmes de retraite de l'ensemble des Français, nous avons modifié un système qui certes était avantageux, qui reste aujourd'hui appliqué à ce qu'est non pas une profession de député, mais un mandat qui peut durer 5 ans, qui peut durer 10, quelquefois plus, de plus en plus rarement d'ailleurs. Donc je ne vois pas comment on peut comparer les choses. Et en plus de ça,
Il se trouve qu'aujourd'hui, il faut avoir cotisé l'équivalent de 42 ans. On ne peut plus faire la double cotisation qui était, c'est vrai, un avantage. Tout ça, c'est fini. Donc, qu'on arrête aussi de dramatiser une situation. La réforme des retraites, elle a été engagée. Oui. Et c'était en 2010, donc je le dis très tranquillement, puisque c'était Bernard Accoyer qui était le président de l'Assemblée nationale. Le régime est toujours un régime spécial. On a aligné quasiment la situation des parlementaires. Donc on ne peut pas parler de privilèges. Monsieur Wauquiez, qui est quand même élu depuis 2004, spécialiste quand même de la démagogie, il n'a jamais dit qu'en 2004, par exemple, quand il y avait ce système qui s'appliquait, il n'a jamais dit qu'il voulait changer la réforme des retraites. Il ferait mieux de voter la réforme qu'on est en train de discuter sur la transparence de la vie publique et la réforme du non-cumul des mandats. Parce que je rappelle que M. Wauquiez est député-maire. Député et maire du Puy. Donc lui, il cumule des avantages et des fonctions. Alors, s'il ne s'agit pas de tout transformer, je le vois bien, est-ce qu'on ne peut pas avoir plus de transparence, notamment dans cette fameuse réserve parlementaire? C'est quand même un caillou dans la chaussure, cette réserve parlementaire. Vous avez un statut, et je pense que la très grande majorité des parlementaires utilisent cette réserve avec beaucoup d'honnêteté et d'éthique, mais vous ne pensez pas que ça mérite un petit peu plus de transparence? Je publie le contenu de ma réserve parlementaire depuis 10 ans. Et à qui on distribue la réserve parlementaire? Moi, je le fais, j'ai une circonscription relativement rurale. Eh bien, c'est en fonction des demandes des 230 communes de ma circonscription. J'attribue des subventions qui sont généralement relativement faibles. C'est de l'argent public. Qu'on le publie, ça ne me gêne absolument pas. C'est pour ça que dans les dispositions... C'est pas obligatoire jusqu'à maintenant. Vous le publiez parce que vous le voulez bien. Ça va l'être à la fin de cette année. Donc Claude Barthelone s'y est engagé. Alors vous n'avez pas de chance parce qu'Alain Geste et moi-même, depuis le début de nos mandats, nous publions... c'est pas une question de la chance. Nous publions intégralement les sommes que nous versons. Je vous pose des questions. La réserve parlementaire, elle a été modifiée. Elle était très opaque. Il y avait beaucoup d'inégalités. Suivant qu'on est dans la majorité, qu'on était dans l'opposition. Maintenant, il y a une relative équité. On peut encore faire des progrès. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi des sommes qui vont à des communes. Donc c'est de l'investissement sur nos territoires ou aux associations. Donc je ne trouve pas choquant ou scandaleux le principe de la réserve parlementaire. Par contre, il faut qu'elle soit transparente et publiée. C'est ce que nous faisons, nous, depuis d'ailleurs pas mal d'années. Et c'est normal, c'est de l'argent public. Vous savez, le jour où on inaugure quelque chose qui a bénéficié de la réserve parlementaire, c'est dit. C'est de la même façon qu'on annonce la subvention du Conseil général, du Conseil régional ou de l'État. Comme l'indemnité représentative de frais de mandat, qui nous sert justement à nos frais de mandat. Moi, je la publie depuis 5 ans. Et je dis à mes électeurs, ben voilà, le loyer, ça me coûte tant par mois, l'entretien, la photocopieuse, les achats de coupes, etc. Et on s'aperçoit très vite que la somme que nous avons pour l'indemnité de représentative de frais de mandat couvre complètement, même parfois ça dépasse ces frais de mandat-là. Donc c'est justifié, il faut de la transparence, de l'exemplarité, mais en même temps je trouve que certaines démarches de nos collègues vont beaucoup trop loin dans le poujadisme et le populisme. Et ce qui est grave, si vous voulez, c'est qu'on nous assimile en permanence à des faits qui, eux, sont extrêmement graves. Bon, qu'est-ce qui a déclenché tout ce dont on parle aujourd'hui? C'est l'affaire Cahuzac. Pardonnez-moi de vous dire que ce n'est pas sur le même niveau. M. Cahuzac a trompé tout le monde. Il a trompé le président de la République. Il a trompé les parlementaires. Il était là pour régler les problèmes d'impôts. Il cachait de l'argent personnel. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que l'on évoque ici. Et tout ce qui est fait, y compris la loi qui est actuellement en discussion, n'évitera jamais cela. Si vous mentez effrontément comme l'a fait M. Cahuzac, effectivement, vous n'allez pas avoir le problème résolu par des mesures législatives. Un mot sur la loi sur la transparence des patrimoines personnels des élus. Il y a les fameux lanceurs d'alerte. Alors il y a une lecture de l'opposition qui est assez violente et qui dit que ces lanceurs d'alerte, finalement, c'est un appel à la délation. On a même fait des références à certaines périodes de notre histoire. Comment voyez-vous ces lanceurs d'alerte, le fait que ce soit... On donne pratiquement à la population le rôle de contrôler le patrimoine des élus? L'avancée principale du texte de loi, c'est la création d'une haute autorité qui aura de vrais pouvoirs pour contrôler, je dirais, les déclarations de patrimoine des parlementaires, de tous ceux qui seront soumis à cette loi. Il y a 7000 personnes, les élus locaux en particulier, des hauts fonctionnaires qui vont être soumis à cette déclaration de patrimoine. On a choisi une solution intermédiaire qui est de ne pas rendre complètement public comme l'ont fait les ministres, et de façon très détaillée, leur patrimoine, mais de rendre consultable en préfecture par tout électeur du département les déclarations de patrimoine. C'est pas pire, parce que la transparence des ministres, ça a fait parler pendant 24 heures, tout le monde a oublié ensuite, alors que là, on va avoir sans arrêt des histoires de quelqu'un qui va aller à la préfecture, qui va regarder, qui va dénoncer. Ça vous semble... Qui pourra signaler, s'il a un doute,
sur une évolution de patrimoine, par exemple. Moi, je pense que c'est quand même la haute autorité qui a ce pouvoir-là et qui sera la plus compétente. Mais tout citoyen pourra signaler s'il estime... Il y a un risque. Il y a effectivement un risque, c'est la raison pour laquelle moi je suis relativement sceptique sur cette disposition. En revanche, personnellement, je tiens à rappeler que depuis déjà de très nombreuses années, nous faisons des déclarations de patrimoine. J'en ai fait je ne sais pas combien, moi 7, 8, et nous sommes contrôlés. Et c'est bien. Et c'est bien. Mais après, on risque de flatter effectivement le côté un peu, quelquefois détestable, d'une petite partie de la population. À mon avis, ça peut se faire au début, ça se calmera vite, quand on s'apercevra que la plupart du temps, eh bien, les élus, comme d'ailleurs les ministres qui ont publié leur patrimoine, ont un patrimoine tout à fait en rapport avec d'abord leur âge, ce qu'ils ont pu faire avant, les activités diverses, leurs héritages, etc. Et qu'il n'y a pas matière à, là encore, à crier au scandale. La conférence sociale débute aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? On parle de retraite, de formation professionnelle. Les déclarations liminaires, alors évidemment, c'est avant la discussion, montrent quand même qu'il y a des blocages, qu'il y a des lignes rouges qu'on ne pourra pas franchir a priori, disent certains syndicats. L'ambiance est différente de celle qu'on a connue au mois de janvier lorsqu'on parlait d'évolution des règles du travail. Il y avait déjà une conférence sociale l'an dernier. La première. Donc, ce qui est intéressant, c'est la feuille de route. C'est ce qui va ressortir vendredi de ce dialogue entre les partenaires sociaux et puis les membres du gouvernement, le Premier ministre et François Hollande, le président de la République. Il faut savoir que l'an dernier, par exemple, c'est les conférences sociales qui avaient lancé les chantiers sur l'emploi. Le crédit d'impôt compétitivité emploi, la question des contrats de génération, la question des emplois d'avenir. Donc, ce qu'on attend, c'est une amplification de la mobilisation sur l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, le problème, bien évidemment, c'est le chômage. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est le chômage, c'est l'absence de croissance. Sur les retraites, c'est simplement le démarrage de la discussion, du dialogue. Moi, je pense que le rapport Moreau qui a été rendu, c'est une bonne base de discussion. Et il y a des éléments positifs dedans. Sur le chiffrage, on nous demande un effort sur 20 ans. Des voix un peu dissonantes quand même. Bien sûr, mais justement, ce qui va être important, c'est aujourd'hui le dialogue. Et puis aujourd'hui, la discussion qui va avoir lieu au Parlement à l'automne pour essayer d'avoir cet équilibre des retraites en 2020. Une conférence sociale, personne ne peut être contre. Ce genre d'exercice a déjà existé avec les présidents précédents. Le climat a beaucoup changé depuis l'année dernière, c'est exact, parce qu'il y a 30 à 40 000 chômeurs de plus par mois. Et donc, effectivement, le dialogue s'est tendu avec les syndicats. Et puis, il y a quelque chose qui va, à mon avis, un peu masquer tout le reste des débats. Le débat sur la formation professionnelle qui me paraît très important dans la mesure où le système n'est pas satisfaisant alors qu'il y a beaucoup d'argent dans ce domaine. Mais ce sont les retraites, bien entendu. Et là, j'ai peur que déjà, le gouvernement s'y soit très mal pris. D'abord parce qu'il est, comme dans beaucoup d'autres sujets, coincé avec ses promesses. C'est-à-dire ne pas augmenter l'âge de départ à la retraite. Bon, ce qui nous laissera sans doute être le seul pays à ne pas aller dans ce sens. Et puis, la seconde chose, c'est que le gouvernement a déjà donné des garanties. On ne touche pas, comment dirais-je, au système d'alignement. On ne touche pas au système des fonctionnaires. On ne touche pas. Hollande a été un petit peu ambigu là. Est-ce qu'on va toucher au système des fonctionnaires? Mais non, mais je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Parce que le rapport Moreau montre que le taux de remplacement dans le public et dans le privé aujourd'hui est le même, identique. Non, c'est un faux procès. Et je veux dire, on est en train d'alimenter là aussi des antagonismes. Bon, c'est comme sur les régimes spéciaux. La réforme des régimes spéciaux, vous l'avez faite en 2008. Elle est en train de s'appliquer progressivement. Donc, il faut se poser les vraies questions. Et les vraies questions, c'est qu'on a un effort à faire. Alors, est-ce qu'il est conjoncturel? Mais c'est un conjoncturel qui dure, parce qu'on nous demande 20 ans d'effort quand même. Hein. Mais on sait très bien aujourd'hui que le chômage pèse beaucoup sur l'absence de recettes pour les caisses de retraite. Mais il y a différents leviers. L'augmentation de la durée de cotisation, mais enfin là on parle d'horizon de 2035, 2025, 2035, 2040, hein, jusqu'à 44 ans. Il y a la question des cotisations. Alors bien sûr, là aussi, hein, le MEDEF, les syndicats n'ont pas tout à fait les mêmes positions. On parle même dans le rapport Moreau d'alourdir les charges des entreprises. Ouais, c'est véritablement la dernière chose à faire en ce moment. C'est toute l'incohérence d'un gouvernement qui, d'une part, prend conscience, tardivement, mais tant mieux s'il le fait, de la nécessité de rendre les entreprises plus compétitives et envisage malgré tout de prendre la pire des mesures qui soient, c'est-à-dire à nouveau un alourdissement des charges. Et également un amoindrissement du pouvoir d'achat de nos concitoyens et notamment des retraités. Donc la mauvaise solution est en train de se dessiner. Et j'ajoute qu'en plus, on bâtit tout ça
en disant « Oh, la réforme précédente, elle a servi à rien ». Je voudrais quand même rappeler que la réforme précédente, elle a rapporté 30 milliards, et que si elle a dû aboutir à la situation d'aujourd'hui, c'est uniquement parce que la croissance économique n'a plus été celle des années 2009-2010 à 1,7 ou 8%, et que c'est là que les rentrées ne sont pas au rendez-vous et nécessitent une clause de revoyure qui était d'ailleurs prévue dans la loi. S'il y a une augmentation des cotisations, elle sera très faible et elle sera étalée dans le temps. Oui, mais c'est pas le moment d'ajouter et d'alourdir le bateau. Sur la compétitivité, je crois quand même que les entreprises, avec le crédit d'impôt compétitivité emploi, un effort de 20 milliards, on verra s'il est complètement utilisé par les entreprises, bien évidemment dans les prochains mois, mais c'est un effort massif et significatif de la nation en direction des entreprises. Donc ce n'est pas une augmentation de 0,1% sur 5 ou 6 ans qui va, à mon avis, mettre en péril la compétitivité des entreprises. Il faut que l'effort soit partagé entre tous, qui est un effort de justice. D'autant plus qu'il y aura dans cette réforme des retraites, il y a des efforts qui vont être demandés pour l'équilibre financier. Bon, le rapport Moreau dit 7 milliards d'euros à trouver. Bon. Mais il y aura aussi des mesures de justice. Je pense aux petites retraites qu'on veut absolument maintenir. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de baisser les petites retraites alors qu'on a un problème de pouvoir d'achat. La question des femmes, l'inégalité des parcours en particulier, les polypensionnés et la pénibilité au travail qui sera un chantier quand même qu'il faut absolument conduire. Merci messieurs d'avoir passé ce début de journée avec nous. Alain Geste rappelle que vous êtes député MP de la Somme. Régis Juanico, vous êtes député PS de la Loire. Je vous souhaite une belle journée.